Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je ne peux mettre ni en cause votre sincérité ni votre volonté de bien faire, mais ce nouveau discours de politique générale, cette soi-disant reprise en main de Matignon, ce pseudo-acte 2 de votre quinquennat fait surtout office d'un cache-misère un peu réchauffé, sans aucune piste sérieuse de financement. Réchauffé, car rien ne justifiait vraiment ce discours. Vous n'avez pas remanié votre gouvernement et vous n'avez pas été renommé par le président de la République. Réchauffé, car rien n'a vraiment changé. Et les exercices de stand-up et d'autosatisfaction se poursuivent inlassablement. Aujourd'hui, vous avez voulu surfer sur les résultats des élections européennes que vous auriez bien tort de considérer comme un succès pour votre camp. La réalité, hélas, est beaucoup moins rose que vous ne voulez nous la présenter. La réalité, c'est que vous ne parvenez pas à redresser le pays et que vous avez profondément divisé les Français. La réalité, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron avait fait naître incontestablement un espoir chez les Français. Mais ces derniers sont passés de l'espoir au doute, puis du doute à la déception. La réalité, c'est que l'enthousiasme originel suscité à vos débuts a été douché depuis 2 ans. Douché par votre politique fiscale injuste et brutale. Douché par les sidérantes révélations de l'affaire Benalla. Douché par une arrogance et un mépris dont votre majorité n'aura jamais pu se départir. Douché enfin et surtout par une crise sociale qui a fracturé profondément notre pays et dont vous êtes comptable aujourd'hui. Lors de votre premier discours de politique générale en juin 2017, vous aviez sans conteste l'ambition résolue et vaillante d'un chef de gouvernement qui désirait réformer le pays, mais qui voulait exister face à un président jupitérien qui venait de l'éclipser en convoquant le Congrès à Versailles. Vous sembliez animé de meilleures intentions et décidé à en finir avec les désastreuses années Hollande. Vous aviez gagné les élections et votre légitimité était incontestable. Ou plutôt, il est intéressant de le préciser dans votre cas, Monsieur le Premier ministre, vous les aviez gagnés juste après les avoir perdus. À ce moment-là, nous ne pouvions présumer de ce que serait votre mandat. Et c'est pour cela qu'une majorité des députés LR avait fait le choix d'une abstention vigilante, plutôt que de refuser totalement la confiance que vous nous demandiez. Nous n'avions pas été élus sur le même programme que la majorité, nous ne partagions pas la même vision pour la France, mais nous espérions que sur certains sujets, nous pourrions nous retrouver. 2 ans plus tard, nous pouvons faire le bilan de votre action et nous ne pouvons le cautionner. Car la réalité, c'est que vous avez confondu la transformation avec la communication. Vos réformes ont tardé à venir et nous avons peu à peu fait l'amer constat du décalage systématique entre les paroles et les actes. Décalage permanent entre d'un côté le volontarisme et l'ambition réformatrice de vos discours et de l'autre la réalité décevante de vos actions et de vos mesures. Si Emmanuel Macron faisait vraiment une réforme à chaque fois qu'il annonçait une réforme, il serait sans doute l'un des plus grands réformateurs de la Ve République. Il est hélas très loin de cela. C'est un brillant storyteller, c'est un formidable communicant. C'est en revanche un piètre réformateur. Prenons quelques instants pour faire le bilan de vos 2 premières années de mandat. Monsieur le Premier ministre, la première loi d'un mandat est toujours extrêmement riche d'enseignements. Elle en dit long sur l'ambition d'une majorité. Elle permet de donner le ton du quinquennat, de porter une vision pour la France et d'insuffler une dynamique. Ce fut le cas en 2007 avec la loi dite TEPA, du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, qui a permis de défiscaliser les heures supplémentaires, valorisant ainsi le travail et le mérite. Ce fut également le cas en 2012 avec le « Mon ennemi, c'est la finance » de François Hollande, qui a visé à mettre en place une politique égalitariste dogmatique. Mais vous, Monsieur le Premier ministre, votre première loi fut extrêmement révélatrice de votre sens des priorités pour notre pays. Votre première loi ne fut pas un collectif budgétaire pour baisser les impôts, revaloriser le travail ou rétablir les finances publiques. Ce ne fut pas non plus une grande réforme structurelle pour améliorer la compétitivité des entreprises. Ce ne fut pas non plus une grande loi sociale pour améliorer le progrès dont vous parlez sans cesse, sans jamais vraiment nous expliquer du reste de quel progrès il s'agit. Votre première loi ne consista pas non plus à lutter puissamment contre le réchauffement climatique et la préservation de notre environnement, que vous érigez subitement en priorité des priorités, poussé avant tout, on l'aura compris, par les circonstances majoritairement électorales plutôt que par des convictions profondes. Eh bien non,
votre première loi fut plutôt consacrée à satisfaire une partie de l'opinion publique en stigmatisant les élus, en supprimant la réserve parlementaire qui permettait aux élus d'épauler les projets et les associations. Au lieu de s'attaquer aux difficultés profondes et nombreuses de nos concitoyens, au lieu d'essayer de rendre notre pays plus juste, plus écologique, plus apaisé, plus compétitif, vous avez choisi de jeter quelques élus en pâture par pure démagogie pour vous offrir une popularité à peu de frais. Cet épisode en disait long et la suite des événements ne nous a pas rassurés. Ensuite, plutôt que de vous attaquer à l'excès de la dépense publique en menant des réformes structurelles ambitieuses, vous avez fait des économies de bout de chandelle, extrêmement injustes, en rabotant 5 € des APL au détriment des plus modestes, en réduisant la prestation d'accueil du jeune enfant au détriment des familles. Au lieu de défendre une fiscalité plus juste et plus supportable en baissant les impôts, vous avez augmenté comme jamais la CSG payée par les retraités avant de leur faire boire le calice jusqu'à la lie en désindexant leur pension de retraite de l'inflation, une première depuis 1945. Et au lieu de défendre une écologie juste et positive, vous avez durement attaqué et stigmatisé tous ceux qui n'ont d'autre alternative que la voiture, et en particulier les ruraux et périurbains, avec une hausse impossible à supporter de la fiscalité pour les carburants. Bref, au lieu d'être le gouvernement du pouvoir d'achat des Français, eh bien, vous avez préféré diminuer leur pouvoir d'achat de 4,5 milliards d'euros sur la première année. Vous vous en êtes pris aux classes moyennes et au lieu de valoriser le travail, vous avez renchéri les dépenses de carburant des travailleurs. Vous vouliez aussi restaurer l'autorité de l'État. Celle-ci n'a cessé d'être bafouée par les casseurs qui ont pris en otage le mouvement des Gilets jaunes et créé le chaos semaine après semaine. C'est sûr qu'entre un ministre de l'Intérieur qui qualifie la prison de criminogène et un objectif de construction des prisons réduit de moitié par rapport à votre objectif de campagne, c'est mal parti pour lutter contre l'insécurité. Vous vouliez mieux lutter et contrôler nos frontières, mais vous avez délivré un nombre record de titres de séjour en 2018 et en 2 ans, l'immigration légale a bondi de 11% et ce rythme devrait continuer de croître, de même que celui des demandes d'asile. Vous preniez une République exemplaire, aussitôt mise à mal par l'attitude de l'Élysée vis-à-vis de M. Benalla. C'est qu'il vienne me chercher, bravache, était particulièrement ridicule. Déjà en tout début de quinquennat, le président avait limogé, par pur orgueil, le général de Villiers, pourtant lui, exemplaire. Emmanuel Macron disait refuser une République des fusibles. Mais pour sauver M. Castaner, il n'a pas hésité à sacrifier le préfet d'El-Pouech, dont le seul tort était de suivre les consignes de l'exécutif. Enfin, au lieu de défendre et promouvoir les territoires, vous avez été un gouvernement particulièrement centralisateur. Cette politique imposée de Paris a trouvé son paroxysme avec l'obligation uniforme de l'application des 80 km/h. Vous nous parliez beaucoup de pacte girondin et finalement vous avez mené jusqu'ici une politique recentralisatrice. Vous semblez vouloir évoluer sur le sujet, mais nous vous jugerons aux actes, Monsieur le Premier ministre, à la fois sur la réalité de votre loi de décentralisation, mais aussi sur le charcutage électoral que vous nous préparez. Si vous maintenez la proportionnelle et que vous éloignez les électeurs de leurs représentants dans des circonscriptions à taille totalement inhumaine, alors vous vous obstinerez dans une politique recentralisatrice et jacobine. Le bilan de vos 2 premières années est donc, vous en conviendrez à ce stade, plus que contestable et nous empêche de voter la confiance. Bien évidemment, nous espérons votre succès pour les 3 prochaines années, car il serait le succès de la France. Mais c'est de notre devoir d'opposants de vous alerter qu'entre votre politique ne sert ni la grandeur de la France, ni le bonheur des Français. À cet égard, n'allez pas croire que nous rejetons en bloc et par principe toutes vos lois, toutes vos mesures. C'est une accusation extrêmement simpliste et totalement mensongère qui ne résiste pas à l'examen des faits et dans laquelle nous ne pouvons accepter de nous voir enfermés. Si nous ne partageons pas votre vision pour notre pays, si nous avons des divergences réelles et profondes concernant votre politique, nous savons parfaitement nous montrer constructifs et voter vos mesures qui vont dans le bon sens ou dont nous partageons l'objectif. Certaines de vos propositions étaient judicieuses et nous saluons, comme vous, le travail de plusieurs de vos ministres dont nous reconnaissons l'expertise technique.
Ainsi, nous avons voté la loi Travail, votre loi sur l'évolution du statut de la SNCF, la loi de lutte contre les violences sexuelles. Nous avons voté votre loi pour protéger davantage les données personnelles de nos concitoyens. Nous avons voté la loi anti-casseurs. Nous avons également voté la loi contre la fraude fiscale et bien d'autres projets portés par votre majorité. Si vous prenez d'ailleurs le total des textes examinés par notre Assemblée depuis le début de la mandature, eh bien vous constaterez que nous avons voté 41% de vos textes de loi. Nous en avons rejeté 26% et nous nous sommes abstenus sur 33% d'entre eux. Toutes ces lois ne sont évidemment pas de la même importance. Mais avouez que ces chiffres tordent le cou à beaucoup d'idées reçues. Chers collègues, et de la même manière, durant les 3 prochaines années de la législature, nous continuerons à voter sans état d'âme l'ensemble des textes qui iront dans le bon sens. Le procès en sectarisme que vous faites parfois aux députés des Républicains qui voteraient systématiquement contre les textes du gouvernement, voire feraient de l'obstruction parlementaire, est donc absolument insupportable. Pour autant, nous sommes dans l'opposition et cela devrait vous inspirer le respect, car dans un grand pays démocratique, une majorité a besoin d'une opposition. Une opposition qui ne se laisse pas intimider par les menaces d'un de vos proches, qui fait grossièrement de certains de vos opposants des prétendus ennemis de la République. Vous devriez également saisir la main que nous tendons. Or, vous la refusez en refusant systématiquement les propositions de loi des Républicains. Vous rejetez même les textes transpartisans qui s'attaquent pourtant à des projets concrets qui devraient nous réunir. À titre d'exemple édifiant, votre rejet incompréhensible de la proposition de loi d'Aurélien Prallier qui visait à favoriser l'inclusion des élèves en situation de handicap. C'est un sujet majeur devant lequel nous aurions dû nous retrouver en bonne intelligence dans l'intérêt de ces enfants et de leurs familles. Monsieur le Premier ministre, je connais votre goût du débat et votre respect du pluralisme. Vous savez que tout mandat repose sur un dialogue sain entre la majorité et son opposition et que l'une se nourrit de l'autre. De ce fait, il est incompréhensible que votre majorité ait eu recours, comme aucune autre majorité jusque-là, aux motions de procédure qui rejettent brutalement l'ensemble des propositions de loi de l'opposition sans même permettre le moindre début de débat. Voilà une drôle de conception de la démocratie de ce nouveau monde dont vous vous faites les chantres, mais qui serait finalement souvent pire que l'ancien. Il n'y a donc pas, comme vous le faites croire parfois, les gentils députés constructifs et responsables chez En Marche et les méchants députés de l'opposition chez les Républicains qui souhaitent l'échec du pays. Vous aviez une vision qui est bien manichéenne. Le président de la République et vous-même n'aimez visiblement pas le Parlement, que vous voyez uniquement comme un gêneur, un contre-pouvoir inutile à l'exécutif qui vous ferait perdre votre temps et qu'il faudrait mettre au pas. Vous dénigrez souvent l'attitude de l'opposition et en particulier celle des Républicains. Mais le Parlement, l'opposition et en particulier les Républicains jouent, quoi que vous en pensiez, un rôle crucial. Avec mes 103 collègues, nous sommes tout à la fois des lanceurs d'alerte et des garde-fous. Dédiés à notre mandat, nous sommes systématiquement force de proposition sur bien des sujets et nous vous avons aidé à ne pas vous entêter et à reconnaître vos erreurs. Ce fut le cas lorsque nous avons dénoncé votre trajectoire carbone affolante qui allait provoquer des hausses de taxes. Pendant 2 débats budgétaires, pendant des centaines d'heures au Parlement, au cours de dizaines et dizaines de séances de questions d'actualité, nous avons répété que c'était une folie et qu'il fallait y renoncer. Finalement, après une obstination de tous les instants et face à la pression de la rue, vous avez fini, penaud, par nous suivre en abandonnant ces hausses de taxes sur les carburants et en gelant votre trajectoire carbone. Dès octobre 2017, nous nous étions également élevés contre la hausse sans précédent de la CSG que vous vouliez imposer aux retraités. Là encore, vous vous êtes longtemps obstinés avant de revenir en partie dessus. Le schéma, finalement, est invariablement le même. Acte 1, nous vous alertons sur les conséquences dangereuses d'une de vos mesures. Acte 2, vous faites la sourde oreille et rejetez toutes nos remarques avec obstination, mais certainement vous êtes trop intelligent, comme l'a affirmé M. Legendre. Et pour finir, acte 3, vous reconnaissez enfin qu'il y a un problème et vous suivez nos préconisations, mais trop tard ou trop partiellement. Ce fut le cas sur les 80 km/h,
que vous venez enfin d'aménager sans aller au bout de la démarche, la désindexation des retraites, que nous critiquions à juste titre et que vous avez abandonné seulement en partie, et enfin sur le rétablissement des heures défiscalisées et la baisse d'impôt sur le revenu, là encore partiellement. Comme vous le voyez, notre rôle de parlementaire d'opposition n'est finalement pas si vain. Et vous pouvez ne pas nier notre sens de l'intérêt général. Vous avez finalement souvent fini par nous écouter. Et si vous ne l'aviez pas fait si tard, vous auriez peut-être sans doute évité une crise sociale de cette ampleur. Alors, Monsieur le Premier ministre, à l'avenir, n'hésitez pas à nous écouter. Nos propositions sont sur la table et nous sommes constamment au travail. Monsieur le Premier ministre, vous faites aussi souvent le bon diagnostic des handicaps et des maux dont souffre notre pays. C'est un bon début. Hélas, vous ne prescrivez pas le bon remède. Vous semblez conscient du poids insupportable des taxes et des impôts qui étranglent nos compatriotes, mais vous les augmentez toujours plus. Songez que depuis votre arrivée au pouvoir, le taux de prélèvement obligatoire a atteint un record historique de 45,3% du PIB. Les entreprises et les ménages payent désormais plus de 1 000 milliards d'euros d'impôts, taxes ou cotisations par an. Vous êtes conscient du péril que font peser les déficits et de l'excès de dépenses publiques. Mais depuis votre arrivée au pouvoir, la dépense publique continue d'augmenter et la dette progresse au point de frôler les 100% de la richesse nationale. Quant au déficit, il est l'un des pires de la zone euro et il va se creuser en 2019 pour la première fois depuis 10 ans. Sur ce sujet de la responsabilité budgétaire, votre gouvernement a d'ailleurs renié tous ses engagements et ses promesses de campagne. Vous avez abandonné tous vos objectifs. Vous êtes pourtant conscient du retard de compétitivité dont souffrent nos entreprises, mais vous n'engagez pas les réformes structurelles indispensables pour relancer leurs marges et relancer l'activité et l'emploi. À titre d'exemple, quelques chiffres particulièrement parlants. Depuis 2017, la croissance a reculé de 39%. La production française ralentit de plus de 30%. Les créations d'emplois ont été divisées par 2 et le chômage a baissé de seulement 0,7 points depuis le début de votre action, contre 1,3 dans la zone euro sur la même période. Convenez que votre bilan n'est pas glorieux. Aussi, considérant le piètre bilan de vos 2 premières années de mandat, considérant votre sectarisme vis-à-vis de l'opposition et votre refus de nous écouter, considérant votre discours qui n'a pas rassuré, considérant les risques que font peser les réformes que vous nous préparez, nous ne voterons pas la confiance que vous nous demandez. Je souhaitais d'ailleurs rappeler à cet hémicycle l'origine du mot « confiance ». Dans son analyse étymologique, le verbe « confidérer » ne renvoie pas à l'idée de donner sa confiance aveuglément, par discipline, avec des œillères, au nom du parti unique. Mais le verbe « confidérer » renvoie bien au contraire à l'idée de demander quelque chose à quelqu'un, espérant en retour une assistance solide. La confiance commence donc par celui qui la demande. Pour autant, projetons-nous sur cette deuxième partie de votre quinquennat que nous vous souhaitons aussi réussie que vos 2 premières années étaient ratées. Monsieur le Premier ministre, la pire des solutions serait de ne plus rien faire et d'abandonner toute velléité de réforme. Au contraire, il s'agit désormais de vraiment réformer et non plus de vous contenter d'annonces de réforme. Le temps presse. Nous vous attendons donc sur cette grande loi de décentralisation pour redonner des pouvoirs de décision aux acteurs du territoire. Nous vous attendons sur une réforme courageuse et lisible sur les retraites, sur lesquelles nous n'accepterons pas d'enfumage que vous déployez aujourd'hui. Les Français doivent savoir en toute transparence à quel âge et à quel taux ils pourront partir à la retraite. Nous vous attendons sur une politique de baisse ambitieuse des dépenses publiques, seul moyen de baisser fortement et durablement les impôts qui pèsent sur nos compatriotes, et en particulier les classes moyennes. À ce titre, nous sommes la seule formation politique à avoir mis sur la table des propositions pour faire en 1 an 20 milliards d'euros d'économies et pour en consacrer la moitié à des baisses d'impôts. Nous attendons de votre part une grande fermeté en matière d'immigration. Enfin, nous vous attendons aussi sur le sujet de la laïcité. Je voudrais terminer par une adresse solennelle à propos des risques majeurs que fait peser la réforme constitutionnelle que vous venez de nous présenter. Outre le fait qu'elle ne soit pas une priorité pour nos compatriotes, cette réforme n'a d'autre ambition que de satisfaire un caprice présidentiel. La proportionnelle, que vous appelez de vos vœux, est un poison terriblement corrosif
d'autant plus redoutable qu'il est corrélé à une réduction du nombre de parlementaires qui va créer des circonscriptions gigantesques, éloignant les députés de leurs concitoyens. Cette double réforme va également déstabiliser l'équilibre des pouvoirs hérités de la Ve en affaiblissant le Parlement. Et surtout, elle consacre le pouvoir des partis, des appareils politiques, au détriment des territoires desquels les élus devraient pouvoir tirer leur légitimité. Vous êtes aussi en train de préparer une assemblée où il y aura 2 catégories de députés. Ceux d'un côté qui auront un ancrage et qui seront issus de leur circonscription avec une connaissance de leurs électeurs et du terrain, et de l'autre des députés hors sol, inféodés à leur parti et qui leur seront éternellement redevables, quitte à accepter d'être caporalisés. Quand on voit la façon dont vous avez mis les députés de votre majorité au pas, quand on voit les pressions et le chantage auxquels vous n'hésitez pas à recourir pour arrimer les élus locaux à votre cause, il y a de quoi être inquiet concernant l'allégeance de l'exécutif à la future Chambre. Nous ne voterons pas la confiance, mais nous avons, soyez-en sûrs, la France comme idéal et le Parlement comme bien commun. Je vous remercie.